démarrer ce webinaire. Et donc, bienvenue à toutes et à tous. Donc, c'est un webinaire inédit pour Plantécité puisqu'il se fait en duplex avec le CAUE de la Guadeloupe. Donc, c'est un webinaire donc, de restitution d'un projet donc, qui s'appelle Greenville. On est ensemble pour 1 heure et donc, il va y avoir dans un premier temps une intervention, enfin des présentations par Aurore Mican, donc chargée d'études à Plantécité, et puis par Sonia Joseph du CAUE de Guadeloupe. À l'issue, on aura un petit temps de questions-réponses. Donc, pendant les présentations, on va vous inviter à poser vos questions dans le petit module Q&R, donc questions-réponses. Et donc, on les reprendra à l'issue des interventions à l'oral. Et puis, vous avez un petit module qui s'appelle discussion, donc chat, où là, on pourra s'en servir pour partager des liens tout au long de ce webinaire. Ce webinaire est enregistré, donc vous recevrez à l'issue du webinaire un lien que vous pourrez accéder à la vidéo et vous pourrez la partager à des collègues ou à des personnes qui n'auraient pas pu assister à ce webinaire. Donc, nous sommes 40 participants actuellement. Donc, merci beaucoup d'être là. Et je ne vais pas prendre plus de temps et passer la parole à Aurore pour démarrer ce webinaire. Merci Ludovic, bonjour à toutes et tous. On voulait vous proposer un petit sondage pour mieux vous connaître au démarrage, mais je me demande s'il n'y a pas un problème technique, Ludovic. En tout cas, je ne vois plus les sondages que j'avais paramétrés. Est-ce que toi, tu les vois? Alors oui, je les vois. Alors, est-ce que tu peux lancer le sondage pour mieux vous connaître? C'est peut-être parce que j'ai pas les droits pour le faire. D'accord. Alors je lance. Donc on vous invite à répondre, à ces 2 questions. Qui êtes-vous et quel est votre territoire d'intervention? Pour qu'on vous affichera ensuite, les réponses. On va se donner, quelques minutes pour que vous puissiez tous y répondre et ça nous donnera une petite idée, d'où, d'où chacun écoute, ce webinaire. Donc tu vas me guider, Aurore. Encore un petit peu de temps. Oui, on est 40, vous êtes 40, donc dès qu'on atteint à peu près, les les 40, on va pouvoir, clôturer le sondage. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent, effectivement. Alors, on va répondre à toutes vos questions et notamment où sont disponibles les outils que je vois la question, qui vient d'être posée. C'est l'objet de ce webinaire, on va pouvoir vous en parler. Je pense qu'on peut peut-être clôturer le sondage, Très bien. ce premier sondage Je mets fin au sondage et et du je coup partage les afficher. résultats. Voilà. Merci pour vos réponses. Alors du coup, beaucoup d'autres finalement, dans la catégorie «Qui êtes-vous?», peu d'experts, formateurs ou conseils, un peu de techniciens et jardiniers de terrain, des associations, des particuliers et quelques élus. Et puis pour votre territoire, d'intervention, on une grosse moitié des îles de la Guadeloupe, quelques personnes de Martinique et de Guyane, quelques personnes d'autres, outre-mer et une petite dizaine de personnes, un petit 30 depuis l'Hexagone. Merci beaucoup pour cette petite animation et je vais tout de suite passer la parole à Sonia pour qu'elle puisse, commencer la présentation. Bonjour à tous, bien bonjour tout le monde. Donc, je suis Sonia Joseph, animatrice environnement au CAUE de la Guadeloupe. Je
Je suis donc avec Aurore et bien d'autres personnes derrière en charge du projet Greenville. Donc là, aujourd'hui, l'objet de ce webinaire, c'est de vous faire une restitution de plusieurs mois, même années de travail, si on compte aussi avec le Covid. Mais voilà, donc l'objet de ce webinaire, c'est vraiment de vous faire une restitution du projet et de vous présenter les outils de manière à ce qu'ils soient disponibles à tous. En tout cas, merci à ceux qui se connectent. Et donc, le webinaire va durer environ 1 heure. Et voilà, donc l'objet de ce webinaire, c'est déjà vous présenter l'historique du projet. Pourquoi ce projet-là? Qu'est-ce que c'est Greenville? Donc, Greenville, c'est la gestion écologique des espaces verts en ville. Qu'est-ce qu'on entend par gestion écologique des espaces verts en ville? Et puis, à qui s'adressent les différents outils? Alors, pourquoi le projet Greenville? Donc, Greenville, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un acronyme qui veut dire gestion écologique et résiliente de la nature en ville. Donc, en fait, ça part d'un appel à projet lancé par l'OFB. À l'époque, c'était l'AFB qui cherchait à développer les initiatives pour la reconquête de la biodiversité dans les Outre-mer. Donc, en 2019, le CIE et Plantes et Cités ont décidé de s'associer pour monter le projet. Et en fait, on s'est dit qu'il fallait partir du besoin du terrain. Donc, à l'époque, on travaillait jusqu'à présent avec le CNFPT qui fournissait des formations aux agents des espaces verts. Mais on voyait qu'il y avait entre la pratique et la théorie toujours un décalage entre le terrain et la théorie dispensée pendant les formations en salle. Donc, effectivement, quand on se promène sur le territoire, on constate un certain nombre de choses. Ce qui est assez frappant, c'est les questions d'élagage des arbres. Vous voyez sur la photo un exemple d'élagage drastique des arbres. Donc, ça, c'est malheureusement une situation qu'on croise souvent sur notre territoire. Autre chose, en termes d'aménagement, d'embellissement, c'est vrai qu'on observe à peu près tout le temps les mêmes espèces et qui ne viennent pas toujours de chez nous. Donc là, par exemple, on a l'héliconia qu'on retrouve vraiment partout sur nos espaces verts. Donc, c'est pas que c'est pas bien, c'est juste qu'on a tellement d'autres choses chez nous que ce serait intéressant de valoriser toute cette biodiversité qu'on a la chance d'avoir chez nous. Autre point, donc j'ai mis une photo d'une ravine qu'on voit dans un espace, une zone commerciale où les caddies ont fini dans la ravine et on voit les molokoïs. Donc, les molokoïs, ce sont des tortues de chez nous. Donc, ça, c'est pour illustrer un peu les problématiques d'eau qui sont récurrentes, l'usage de l'eau potable pour arroser les espaces verts, le non-respect de la qualité de l'eau avec des pesticides, etc. L'autre photo illustre la présence d'espèces exotiques envahissantes dans le Mar, ici en l'occurrence, mais qui aussi illustre, en lien avec la dernière photo, le fait que les espaces verts chez nous, souvent, ça se résume à tondre à la débroussailleuse et on se rend compte que tondre partout, ce n'est pas forcément nécessaire et tondre à outrance, ça encourage non seulement la prolifération d'espèces exotiques envahissantes, mais en plus, ça n'encourage pas la biodiversité à s'exprimer. Donc, voilà le constat qu'on fait sur le terrain. Et donc, nous, notre idée avec le projet Greenville, c'est d'aller vers quelque chose qui promouvoit la biodiversité en ville. Donc, quand le projet a commencé, on a lancé des enquêtes et des entretiens pour mieux connaître le besoin des collectivités, des entreprises des espaces verts, des jardiniers, etc.
On a aussi fait des recherches sur toute la bibliographie parce qu'il y a des outils qui existent déjà sur la gestion écologique des espaces verts, mais qui ne sont pas forcément connus du grand public ou même des collectivités, etc. Donc, notre idée, c'est de valoriser aussi l'existant, de ne pas refaire quelque chose d'existant, mais vraiment valoriser l'existant et d'apporter des complémentarités. Donc, on a identifié par rapport à toute cette analyse des thèmes prioritaires qu'on va voir par la suite. Et l'idée, c'était suite à cette enquête, on a identifié un certain nombre d'outils très variés pour différents publics. Voilà. Donc, l'idée, c'est que vraiment ces outils soient au service de la nature en ville et pour promouvoir la pratique écologique des différentes, promouvoir les différentes pratiques écologiques sur les espaces en ville. Alors, concrètement, la gestion écologique, qu'est-ce que c'est? En fait, ça veut dire avoir des pratiques qui respectent le fonctionnement de la nature, des écosystèmes qui nous entourent. Pour ça, il faut bien comprendre comment ça marche. Et puis, l'idée aussi, c'est de vraiment comprendre les liaisons entre les trames vertes et les trames bleues. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le terme trame verte et trame bleue, en fait, c'est des continuités d'espaces verts. Donc, ça pour les trames vertes. Et les trames bleues, ça représente tout ce qui est cours d'eau, etc. L'idée, c'est que les aménagements qu'on met en place, les pratiques qu'on met en place ne viennent pas compromettre en fait la place que la nature a en ville, que ce soit par des espaces verts, mais aussi tout l'aspect eau qui régit dans la nature. La gestion écologique aussi, c'est avoir des pratiques qui préservent la vie des sols, c'est avoir des pratiques qui préservent la ressource en eau. Et c'est aussi choisir des végétaux qui sont bien de chez nous. Donc, c'est bien les connaître, bien les choisir par rapport à ce qu'on attend comme service sur un espace où il est valorisé. Et derrière, c'est d'avoir des pratiques d'entretien qui sont favorables à l'expression de cette biodiversité. Puisqu'on a vu que, comme je l'ai dit en introduction, notre pratique de passer la débroussailleuse en permanence partout, tout le temps, ce n'est pas favorable à ce que cette biodiversité s'exprime et c'est même plus favorable à l'expression d'espèces exotiques envahissantes. Voilà. Donc, c'est un petit peu toutes ces thématiques qu'on valorise à travers les différents outils qu'on va vous présenter. Pour qui sont ces outils? C'est assez large, donc ça peut être les gestionnaires publics et privés d'espaces végétalisés, ça peut être des donneurs d'ordre d'intercommunalité, départements, régions, ça peut être aussi des réalisateurs, donc les personnes qui sont vraiment sur le terrain, comme les jardiniers, mais aussi les entreprises de paysage. Il y a aussi, c'est un domaine où il y a énormément d'insertion. Et puis, de toute façon, on parle de connaissances scientifiques qui s'appliquent à la nature, donc ça peut de toute façon s'appliquer même aux jardiniers lambda. Voilà, donc, mais nous, notre focus, ça reste des espaces de nature en ville. Donc, on fait des focus sur, par exemple, la gestion de la nature dans les cimetières, dans les parcs. Ça peut être aussi les abords de route, les plages qui sont un espace vraiment très fort chez nous. Donc, c'est ce genre d'espace sur lesquels nous, on va faire un focus. Voilà. Alors, pour la réalisation de tous ces outils, comme je l'ai dit en introduction, donc effectivement, Aurore et moi-même portons le projet, mais derrière, il y a toute une équipe qui a travaillé. Donc j'en profite également pour les remercier. Donc, il y a eu Christelle Ripamoka, Axel qui a participé à tout ce qui est réalisation de l'enquête, Axel Grava qui nous a apporté sa contribution sur les aspects le lien urbanisme et environnement, Hélène Hippon et Marianne Edon sur les aspects administratifs. Et puis, on a eu des prestataires comme Claire Maurice Madelon, Mélanie Hertzmann qui ont
et qui ont largement travaillé sur les guides et les vidéos, et Monsieur Pierre London aussi pour apporter son expertise technique. Voilà. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Aurore va vous présenter une partie des livrables et puis et moi également, je prends la suite tout à l'heure. Merci Sonia. Donc en effet, je vais commencer la présentation des livrables du projet et ma collègue Marianne vous enverra via le chat les liens pour accéder à chacun de ces livrables au moment où on en parlera. Et de toute manière, ne vous inquiétez pas, on vous a prévu aussi un petit récapitulatif à la fin de la présentation pour vous montrer où vous pourrez retrouver l'ensemble de ces livrables. Alors, je vais commencer par le guide de gestion écologique. C'est un outil d'aide à la décision qui s'adresse plutôt à un public d'experts et qui décrit sur près de 80 pages en détail les critères pour mettre en place une gestion écologique, critères qui se basent sur la définition que Sonia vous a rappelée en introduction. C'est un guide qui illustre certaines des pratiques et également par des photos qui ont été prises en Guadeloupe et en Martinique. Et l'ensemble de ces critères qui sont détaillés dans le guide ont aussi été rassemblés dans une grille d'évaluation qui, pour l'instant, n'est pas publiée car elle reste aujourd'hui un outil de travail qu'il faut pouvoir expérimenter sur le terrain. Heu, Dans le guide, on va retrouver plusieurs éléments. Donc il décrit dans 7 grands chapitres que vous voyez s'afficher sur votre écran, les recommandations pour la mise en place d'une gestion écologique, avec comme objectif principal de favoriser des écosystèmes qui soient fonctionnels, diversifiés et résilients. Donc on parle par exemple de mise en place de liaisons pour renforcer ces trames écologiques du territoire, hein, les trames vertes et bleues dont Sonia a parlé, mais aussi la trame noire ou alors la trame brune, qui est la trame noire liée plutôt à l'éclairage et la trame brune plutôt à la continuité des sols. Il s'intéresse à la préservation de la vie des sols, justement, à leur diversité, à la préservation de la ressource en eau et aussi des milieux humides. Il parle du choix des végétaux et des pratiques d'entretien favorables à la biodiversité. Donc, bien entendu, la coupe d'herbe, l'élagage aux bonnes périodes, mais également les aménagements qui peuvent favoriser la présence de la faune et de la flore. Et si ces points constituent un peu le cœur du document, l'approche globale du sujet de la gestion écologique aborde aussi les questions liées à l'économie circulaire et à l'impact environnemental des matériels et des matériaux. La fédération aussi des énergies et l'acquisition de nouvelles compétences au travers des formations. Mais je pense qu'il est intéressant de pouvoir rappeler ici que la gestion écologique n'est pas synonyme de ne rien faire, mais de faire autrement et mieux pour la biodiversité en sachant ce qu'on fait. Et si on choisit de ne rien faire sur un endroit donné, à un moment donné, donc c'est qu'il y a bien une raison. Et enfin, le dernier sujet, c'est les relations avec les différents publics usagers de l'espace qui font partie intégrante de la gestion des espaces verts. Alors, dans chaque thématique, on va retrouver en quelques lignes ce qu'il faut retenir pour les lecteurs rapides et on va retrouver dans le détail un cheminement logique qui se base toujours sur une même séquence. Mieux connaître son patrimoine matériel, mieux connaître les sols en place, mieux connaître la diversité de la ressource en eau, mieux connaître les compétences des jardiniers, pour ensuite observer pour enrichir cette connaissance. Et enfin, à la base de cette observation et de ces connaissances, mettre en place des mesures pour préserver la biodiversité. Des focus détaillent certains sujets à enjeu. C'est le cas de la réglementation sur les espèces exotiques envahissantes, certaines espèces protégées,
sur une meilleure connaissance des zones humides et des enjeux liés à ces zones humides, sur l'utilisation des produits biocides, notamment dans le cadre de la lutte antivectorielle, sur l'impact de la débroussailleuse et du souffleur, ou encore sur la pollution à la chlordécone. Et puis, certaines illustrations sont là pour montrer des pratiques qui peuvent parler plus facilement en photo légendée qu'en texte. Le guide se termine sur des critères spécifiques, Sonia vous en a parlé un petit peu, qui s'adaptent à différents types d'espaces de nature en ville. Donc on parle des jardins collectifs, des espaces naturels ou des arbres en ville. Et il y a une partie qui s'intéresse également à la description de cycles biologiques de quelques groupes emblématiques des Antilles. Il s'agit des diadromes, des oiseaux migrateurs et sédentaires, des tortues et de l'iguane des Antilles. Je voulais vous présenter un petit focus ensuite sur un des éléments contenus dans le guide. Et j'ai choisi celui sur la trame noire parce que c'est un enjeu qui me semble prépondérant, notamment en lien avec le fort impact de l'éclairage et ce qu'on appelle plus largement la pollution lumineuse sur la biodiversité et en l'occurrence notamment sur les tortues ou l'émergence des tortillons qui sont très perturbés par l'éclairage à proximité du littoral et qui font partie d'un groupe d'espèces emblématiques des Antilles. Donc il y a plusieurs types d'impacts en termes d'éclairage. Il y a à la fois la lumière directe, à la fois la lumière qui est plutôt ambiante ou qu'on dit projetée. Et puis il y a toute la lumière diffuse qui constitue plutôt le halo lumineux qu'on peut voir dans le ciel et qui peut masquer parfois les étoiles et donc être source de désorientation pour certaines espèces qui se repèrent avec les étoiles. Alors que faire? La première règle à privilégier, c'est l'extinction. C'est même la règle qui est recommandée d'après la réglementation. Et l'extinction totale en espace vert. Alors, en espace vert et puis sur le littoral, sur le domaine public maritime et sur toutes les surfaces en eau. Si ce n'est pas envisageable, du coup, je propose d'agir plutôt en se basant sur, le principe de la séquence ERC que plusieurs d'entre vous connaissent certainement, donc éviter, réduire et compenser. Comment éviter l'éclairage? Alors le premier point, c'est de réaliser un état des lieux pour, mieux connaître les usages et puis déterminer des plages horaires sur lesquelles on va pouvoir faire de l'extinction. Donc on est dans de l'extinction partielle, on n'éclaire qu'une partie de la nuit. Le deuxième point aussi dans l'évitement, c'est supprimer tous les éclairages intrusifs. Donc ça, c'est des éléments qui sont réglementaires et tout éclairage direct des surfaces en eau. C'est loin d'être le cas dans beaucoup de lieux aujourd'hui, mais il y a un vrai enjeu à se mettre en conformité avec cette réglementation. Et du coup, le deuxième aspect, après l'évitement, c'est la réduction. Comment réduire? Réduire, ça va commencer par faire le diagnostic des pratiques d'éclairage et établir le plan d'éclairage qui va permettre de les rationaliser. Quel type de mât on met dans quel endroit? Avec quelle puissance? Est-ce qu'on peut utiliser des minuteries? Comment on peut orienter le clone d'éclairage pour être au plus près de la surface qui nécessite d'être éclairée et ne pas éclairer autour? Et puis, le dernier point, c'est de privilégier des alternatives à l'éclairage classique en termes de sources d'énergie ou de mode d'alimentation, en termes de hauteur de mât, de type d'ampoule ou de température aussi de couleur, parce qu'on sait que les couleurs chaudes ont un impact moins élevé sur la faune nocturne que les couleurs froides, par exemple. Donc l'ensemble de ces éléments, ça fait beaucoup d'actions qui peuvent aussi avoir un impact financier important pour les gestionnaires. Mais il faut savoir qu'il y a des possibilités d'adapter le système existant,
Le changement des ampoules, c'en est une, donc avec, un coût moins onéreux. Et puis on peut aussi, assez facilement sur certains équipements pouvoir, adapter des coupes-flux par exemple, des petites plaques de métal qui vont éviter, d'éclairer, certaines zones et donc préserver, certains lieux. Voilà pour, ce petit focus. Je passe maintenant à un deuxième livrable. C'est le calendrier d'intervention, selon les cycles biologiques. Donc c'est une affiche qui a été, conçue pour être, mise dans les locaux. Donc elle est à destination plutôt des techniciens et des agents de terrain, mais c'est aussi un outil de sensibilisation plus large sur, tous les sujets de la gestion écologique. Elle se présente avec un recto verso. Au recto, vous avez, ce que vous voyez sur votre écran, la description des informations, des cycles, saisonniers des Antilles et puis des cycles de la faune et de la flore. Et puis en hauteur, la partie jaune décrit, les actes d'entretien à posi et sont positionnés au cours de l'année pour savoir à quelle période il est moins impactant de pouvoir réaliser certains actes d'entretien. On l enfin, je ne l'ai pas dit, mais je pense que ça s'entend. Tout acte d'entretien a un impact sur la faune et la flore. Il y a pour autant certaines périodes très sensibles pour certains groupes. Par exemple, c'est le cas de la nidification pour les oiseaux. Donc on évite d'élaguer pendant la période de nidification des oiseaux sédentaires et pendant la période de nidification des oiseaux, migratoires. Et donc ce calendrier positionne les interventions en fonction de, ces périodes plus ou moins favorables. Et au verso, vous trouverez un descriptif, des cycles biologiques des 4 groupes que j'ai cités précédemment, les diadromes, les oiseaux, les tortues et l'iguane, pour, amener aussi quelques éléments de connaissance, heu, au plus grand nombre. Je passe à un troisième livrable. Ce sont des fiches décideurs, une série de 5 fiches en tout sur des thèmes, transversaux, sur la gestion écologique. Vous voyez, sur votre écran celle, sur la question de la formation, mais, il y a plusieurs autres thèmes. Heu, cette fiche, ce sont, des documents avec un format volontairement très court qui cible plus précisément les décideurs publics et privés et qui ont pour objectif de présenter, des arguments clés pour engager un changement de pratique et d'illustrer par l'exemple, des exemples qui ont été piochés dans les différents territoires, ultramarins, français, que c'est possible et inspirer éventuellement les personnes qui souhaiteraient se lancer sur ce sujet-là. Alors, en parallèle de la fiche sur la formation, il y en a 5 en tout, je vous le disais. Donc, il y en a une sur l'engagement dans des démarches environnementales. Il y en a une sur le financement de la gestion écologique, sur la création des cahiers des charges pour des achats responsables et sur la communication avec, le public, habitant. Je vous propose de faire un petit focus sur une de ces fiches et j'ai choisi pour cela la fiche sur la création de cahiers des charges pour des achats de produits ou de services, écologiques. Les 2 illustrations que vous voyez à l'écran sont tirées des exemples, qui sont détaillés dans cette fiche. Et c'est l'exemple du Lamentin, la photo du haut en Martinique, qui a conçu un cahier des charges pour réaliser la transition de son parc matériel, thermique vers un parc matériel électrique, en y associant les agents de terrain et les techniciens pour, identifier les conditions d'utilisation, les possibilités de mutualiser des équipements, la maintenance nécessaire, les nuisances et cetera et l'ensemble a permis de pouvoir lister, les, critères, à mettre en place dans ce marché
Et la photo du bas, elle représente une vue de l'écoquartier Beau Séjour à La Réunion, qui a mis en place un cahier des charges ambitieux sur les espaces publics, la création des espaces verts lors de la conception de cet écoquartier, en accent sur l'origine des végétaux, les critères d'ambiance, le volume, les questions racinaires et des éléments aussi de gestion et qui ont permis que ce cahier des charges de conception puisse servir, suite à la livraison de l'écoquartier, comme document cadre pour la gestion des espaces. Alors, quelques éléments clés sur comment faire pour mettre en place un cahier des charges de manière écologique. La première des choses, c'est peut-être de constituer un petit groupe de travail avec les personnes concernées par ces sujets-là pour avancer sur la question, d'analyser aujourd'hui les pratiques d'achat de la structure et les priorités qu'elle souhaite se donner sur ces sujets environnementaux et de chercher des retours d'expérience ou de se former. Il y a une très large bibliographie qui existe sur le sujet des achats durables, qui est portée en partie par l'État, car c'est une ambition de l'État français d'améliorer l'achat public, mais ça peut inspirer aussi l'achat privé, bien entendu. Et donc, on peut se constituer une bibliographie de cette manière-là. Il faut ensuite déterminer les principaux critères à intégrer au cahier des charges en y associant les futurs usagers et éventuellement des modules de formation si c'était nécessaire pour mieux prendre en main le matériel, les produits d'entretien qui sont commandés. Et puis utiliser les différents moyens qui sont mis à disposition dans le code des marchés publics, c'est-à-dire pouvoir faire une analyse de l'offre existante chez les fournisseurs pour adapter sa commande, créer différents lots pour permettre à des petits fournisseurs ou des fournisseurs locaux ou spécialisés sur un sujet de pouvoir se positionner sur une partie du marché. C'est le cas pour les végétaux, mais ça pourrait être le cas pour des fournitures et des produits d'entretien. Et puis, ne pas hésiter à faire référence aux labels et aux démarches d'engagement volontaire qui sont un moyen pour les fournisseurs d'évoluer dans leurs pratiques et de se positionner sur un marché, de justifier également la qualité de ce qu'ils produisent. On pense principalement au label agriculture biologique, par exemple, quand on parle de label, mais il y en a d'autres sur la fourniture et la provenance des végétaux qui peuvent être plus ou moins déployés dans les différents territoires. Et globalement, quels critères on peut mettre en place? Alors, il y a déjà des critères transversaux, de développement durable, autour de la suppression des emballages, de l'analyse de l'empreinte carbone, de l'origine naturelle ou renouvelable ou de la recyclabilité des produits. Après, si on s'intéresse plus précisément aux différents aspects de la gestion écologique qui peuvent concerner un espace vert, il y a les questions autour du matériel. Quel matériel? Pour quel impact, notamment sur la faune et la flore? Je ne cite qu'un seul des critères, vous pourrez regarder ensuite les autres. Hem, sur les produits d'entretien, on va s'intéresser à leur composition et leur classement toxicologique pour prendre des produits les moins nocifs sur l'environnement et puis sur la santé humaine. Et enfin, sur les plantes et semences, on peut s'intéresser à l'origine de l'espèce, voire l'origine génétique de l'espèce, au mode de production et à la traçabilité des végétaux, ainsi qu'à leur rusticité ou leur résistance. J'en ai fini pour cette première partie de présentation des livrables et je vais passer la parole à Sonia pour continuer. Il faut que tu remettes ton micro, Sonia. Merci Aurore pour toutes ces informations. Donc là, Aurore vous a déjà présenté 3 types de livrables. Donc le guide, les fiches décideurs et puis le calendrier d'intervention. Autre livrable réalisé dans le cadre du projet Greenville, on a réalisé une série de vidéos d'environ 3 à 8 minutes. Donc là, l'idée, c'était un peu de sortir du format guide fiche
Et étant donné qu'actuellement, les gens regardent énormément de vidéos, donc l'idée, c'est de faire passer aussi un certain nombre de pratiques et de connaissances sur différentes thématiques. Donc, ce sont des vidéos qui soit interviewent des experts qui délivrent un certain nombre de messages, soit ce sont des démonstrations de gestes, de bonnes pratiques, ou alors d'exemples sur le territoire qui mériteraient d'être multipliés et pris en exemple, donc valorisés par rapport à ce qu'ils apportent sur le territoire. Donc, voilà, c'est ce type d'informations qu'on va trouver au niveau des vidéos. Les thématiques qu'on a abordées, ça va être la gestion des déchets verts. Donc là, c'est une vidéo qui valorise la, la, la valorisation des déchets verts réalisée par le Jardin botanique de Dieppe. Le contrôle de la végétation, donc là, on a la région Guadeloupe et Verte Vallée qui nous démontre un petit peu par l'exemple le choix d'une végétation plus variée et puis la réalisation de pratiques plus écologiques pour contrôler la végétation. On a aussi abordé la question de la gestion du public et on a fait un focus sur les jardins partagés en ville avec notamment la résidence Poinsettia à Pointe-à-Pitre qui a mis en place un jardin partagé. La gestion de l'eau, donc l'Office de l'eau, la DEAL et Verte Vallée nous délivrent plusieurs messages importants sur la gestion de l'eau et quelles pratiques mettre en place. L'arbre en ville, donc on a un focus sur comment bien planter l'arbre en ville, le choix des espèces et aussi comment entretenir l'arbre en ville. Donc là, c'est Monsieur Pierre Lombion qui intervient avec l'équipe technique de la ville de Pointe-à-Pitre. On a aussi une vidéo sur suivre la faune et la flore où on a Monsieur Pierre Lombion et Léonide Céligny. Donc Pierre Lombion qui est botaniste et Léonide Céligny qui est docteur en entomologie qui nous donne un certain nombre de conseils sur comment intégrer, valoriser la faune et la flore et puis surtout l'encourager à intégrer les espaces verts. Et enfin, une dernière vidéo sur la biodiversité du sol, qui est un sujet qu'on n'aborde pas trop encore, mais qui serait important d'aborder notamment dans une continuité de mise en place de trams brunes. Et donc là, c'est Madame Léonide Célimini, docteur en entomologie, qui intervient sur cette vidéo. Donc, normalement, dans le chat, vous avez des liens qui vous ont été envoyés. Donc là, je vous propose de regarder une des vidéos. Le mieux, c'est qu'on regarde chacun le lien chez soi de manière à ce qu'il n'y ait pas de difficultés techniques. Donc, je vous propose de tous cliquer sur le lien gestion de l'eau vidéo que Marianne Edon a mis dans le chat et on se revoit dans environ 4 minutes, donc à 9h42 pour la Guadeloupe. Et après, ça dépend de chacun, mais en tout cas, dans 4 minutes à peu près. À tout de suite.
Voilà, j'espère que tout le monde a pu visionner la vidéo sur la gestion de l'eau. Donc là, pour synthétiser, effectivement, ce qui est important de retenir, c'est favoriser l'usage de l'eau de pluie et d'intervenir uniquement en complémentarité de la météo. Choisir bien les espèces, adapter au milieu de manière à éviter des espèces trop gourmandes en eau. Favoriser aussi le paillage, mais aussi tout ce qui est plantes couvre-sol. Donc là, on a vu une espèce, mais il y a aussi des plantes couvre-sol qui apportent d'autres intérêts. Je pense par exemple au giromon, une plante qu'on appelle kirage. Enfin voilà, il y a différents couvre-sols qui jouent ce rôle de limiter l'évapotranspiration. Et puis bien sûr, pour préserver la qualité de l'eau, favoriser des engrais naturels, donc le compost, etc. Et bien sûr, éviter l'usage de pesticides. Donc voilà, c'est un petit peu ce type de conseils et de messages qu'on fait passer à travers les différentes vidéos. Autre outil que Greenville met en place, et ça c'est un outil qu'on va continuer à faire évoluer. On réalise des ateliers, on réalise des ateliers techniques à destination des élus et des techniciens, mais aussi tout professionnel du paysage, des espaces verts, etc. Donc, on a fait un premier test lors du premier trimestre de cette année. Donc là, c'était réalisé avec la CNGT, Communauté d'agglomération Nord-Grande-Terre de la Guadeloupe. Donc là, l'idée, c'est non seulement de créer une occasion de rencontre entre les différents services techniques, puisque là, c'est 5 communes qui sont réunies. Ça permet aux techniciens et aux élus de sortir un petit peu de leur contexte quotidien, de rencontrer leurs collègues qui travaillent juste à côté. Et donc, c'est l'occasion d'échanger sur des bonnes pratiques que certains territoires mettent en place, mais aussi des difficultés que certains ont. Donc, chacun s'apporte en fait des connaissances. Et puis, donc, à travers cet atelier, il y a différents experts qui interviennent. Donc là, sur cette photo, vous voyez Monsieur Franck Solvard de l'INRAE qui a qui a réalisé un atelier sur la gestion du sol. Voilà, donc dans le cadre de cet atelier, il y avait un atelier sur la gestion différenciée, la gestion du sol, la connaissance de la faune et de la flore locale, puisqu'on se rend compte, ça c'est des réalités terrain où justement le débroussaillage à outrance, euh, voilà, un pied de citronnelle, les gens prennent ça pour des vieilles herbes alors que c'est de la citronnelle. Donc ça, on parle parfois de ce genre de situation. Donc il y a énormément de choses à diffuser comme connaissances. Et puis aussi, à travers ces ateliers, donc on fait une présentation des différents outils à disposition sur le territoire. Voilà, donc ça, c'est un premier test qu'on a réalisé. Notre ambition, c'est de poursuivre ce genre de formule à l'échelle des différentes communautés d'agglomération hein, pour garder ce côté échange entre les communes. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'on va poursuivre par la suite pour toutes les collectivités qui sont demandeuses. Slide suivante. Voilà, donc pour terminer, en fait, on a mis l'ensemble des outils qu'on vous a présentés sur une plateforme Internet. Donc, vous y trouverez le guide, le calendrier, les fiches décideurs, les vidéos, mais aussi toute la bibliographie qui existe sur le territoire. On a des partenaires qui ont fait aussi un gros travail sur ce sujet-là et qui sont pas forcément, qui n'ont pas, enfin, ce sont des outils qui méritent d'être relayés à grande échelle. Donc, vous trouverez tous ces outils-là sur le portail dont vous aurez le lien sur le chat
Et de toute façon, vous tapez Greenville, même Greenville Guadeloupe, vous allez trouver le lien et accéder à l'ensemble des outils qu'on vous a présentés. Voilà, donc je vais terminer sur les perspectives. Donc, je vous ai déjà donné quelques pistes. Donc, on a fait les ateliers techniques comme je vous ai présenté. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est en plus de ces ateliers techniques qui, en fait, durent sur une demi-journée, continuer, en fait, à accompagner les communautés, les communes sur des sites pilotes et mettre en pratique toutes les connaissances qui ont été acquises lors des ateliers, mais aussi à disposition sur l'ensemble des outils. Donc, on a pré-ciblé avec la... Donc, on est en contact avec la CNGT qui, pour l'instant, on est dans une démarche où on va choisir un certain nombre de sites qui mériteraient d'être... où on mériterait de valoriser les pratiques de gestion écologique, revoir un petit peu peut-être l'aménagement, des choses comme ça. Et puis aussi en profiter pour expérimenter une grille d'évaluation sur le terrain de manière à ce que chacun puisse se situer dans ses pratiques de gestion écologique et donc aller dans une démarche d'amélioration continue. Voilà, donc nous, nos perspectives, c'est vraiment la mise en application terrain sur des sites pilotes qui sont identifiés avec les élus et puis poursuivre l'aspect formation associé à cette démarche-là. Voilà, on en a fini, je crois, pour la présentation. Si toutefois vous avez des questions, vous pouvez, on est à votre écoute et puis on se tient disponible. Et on avait peut-être prévu au tout début, avant le moment question, un autre petit sondage, parce qu'on vous a présenté plein d'outils et du coup, on s'est dit que vous en aviez peut-être un qui vous avait plus particulièrement intéressé. Donc, je ne sais pas, Ludovic, si tu veux bien lancer le sondage sur les livrables pour qu'on puisse avoir un retour à chaud, a priori, parce que vous ne les avez pas tous Allez, regardés. c'est parti. Hop, je le lance. Alors, il faut choisir. Il faut en choisir un. C'est un peu difficile. Allez, quelques secondes encore et puis on va arrêter le sondage. Je mets fin, Aurore? Oui, on peut y aller. C'est parti. Et voilà les résultats. Donc, 44%, près de la moitié, du coup, vous avez choisi le guide. Un petit 20% pour les vidéos et un bon quart aussi pour l'accompagnement de terrain. Je pense que c'est une perspective qu'on avait effectivement identifiée dans le projet qui a beaucoup d'avenir. Eh bien, merci beaucoup Aurore et Sonia pour vos présentations. Donc, j'arrête le partage des résultats. Il nous reste quelques minutes pour échanger. Alors, peut-être à relever dans le chat pour Sonia et Aurore. Donc, effectivement, quelques réactions sur
la variété des supports, enfin, de saluer la variété des supports qui ont pu être produits dans le cadre de Greenville. Je rappelle d'ailleurs aux participants, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le module QR. On va en prendre quelques-unes. Mais peut-être d'abord une question à Aurore ou Sonia. Vous qui avez été immergés dans ce projet, s'il y avait un apport ou quelque chose que vous retenez, ce serait quoi? Est-ce que vous-même, vous avez quelque chose de particulier qui vous a marqué ou retenu, ou que vous avez retenu? Moi, je peux répondre. Euh, c'est essentiellement en fait les échanges avec les techniciens lors des ateliers. C'est vrai que ce type d'atelier attire plus des techniciens que pour l'instant des élus. Ce sont des ateliers qui sont effectivement à destination des élus également. Mais les techniciens sont très demandeurs des connaissances, etc. Mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait vraiment ce binôme élu-technicien. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager, que nos élus aussi s'intéressent à ces questions-là. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'ils viennent également à ces différents ateliers qui sont à leur disposition. Et c'est vraiment élu technicien, là, le changement s'opérera. Et ils sont très demandeurs de ça. Et peut-être du coup de se dire aussi que le constat qui était dressé au démarrage, très négatif sur les pratiques d'entretien, des espaces verts ou pas forcément très positif non plus sur les retours, des formations du CNFPT, finalement a montré qu'avec un autre type de support, les ateliers qui ont été conçus, en petits groupes, c'est finalement les jardiniers qui peuvent être aussi très demandeurs. Donc c'est ça aussi, je pense que ça fait partie des apports du projet, les changements de pratiques qui, bah, changent les espaces, changent le visuel, peuvent, faire, véhiculer quelques idées reçues et bien, finalement, ne font pas peur, à un certain nombre de jardiniers. Au contraire, ils auraient envie de pouvoir s'y engager. Sous réserve, bien entendu, comme le disait Sonia, d'avoir les élus, qui les suivent. Merci Aurore, merci Sonia. Donc quelques questions dans le module questions-réponses. Nathalie Ruffin, donc, qui demande, qui souhaite proposer un site pilote dans une copropriété en Martinique. Comment vous contacter à cette fin? Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait encore une continuité d'observation dans le cadre du projet, mais euh, peut-être vers quel contact renvoyer pour des personnes qui souhaiteraient être accompagnées ou euh, donc peut-être Sonia. Alors, le CIE de la Guadeloupe, on n'intervient pas directement sur l'accompagnement hors Guadeloupe. Quand je parle d'accompagnement, ça touche surtout la Guadeloupe. Cependant, on a des contacts. Il y a un CIE en Martinique et puis donc notre équipe projet, donc avec Claire Maurice Madelon et Mélanie Hertzmann, sont basées en Martinique. Donc, en fait, elles peuvent apporter des contacts qui peuvent aider en fait à orienter vers certains conseils. Après, il y a des conseils que nous, on a en Guadeloupe et qu'on diffuse à travers nos outils qui sont applicables de toute façon sur des milieux similaires comme Saint-Martin, Saint-Barth, enfin en tout cas la Caraïbe et éventuellement la Réunion. Très bien, donc des contacts potentiellement à trouver sur Internet, dans le réseau des... Oui, ça par contre, on peut donner des contacts. Je peux donner des contacts pour la Martinique, ça, il n'y a pas de souci. Très bien. D'ailleurs, oui, vos adresses s'affichent là à l'écran, hein. Vous pouvez voir l'adresse de Sonia,
Axel Grava également pour le CAUE de Guadeloupe et de Aurore et Marianne pour Plantécité. Une autre question donc, de Frédéric Mandine. Avez-vous prévu une action pour les gestionnaires des terrains de football? Donc, est-ce qu'il y a eu une observation particulière ou des ressources produites sur les terrains de football? Je commence, puis Sonia, tu complètes si besoin. Alors, dans le cadre du projet Greenville, il n'y a pas eu on ne s'est pas intéressé spécifiquement au terrain de football. Hem, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas des espaces, prioritaires, même dans la suite du projet, je pense, pour la mise en place de la gestion écologique. Il y a peut-être deux idées à retenir, je pense. Les terrains de football, il y a un enjeu fort pour le passage au zéro, pesticides sur les aires de jeu et du coup, on est sur des terrains où on a une exigence qui est assez forte en termes de qualité de jeu, d'homogénéité du gazon et cetera, qui sont, un peu éloignés des sujets de la gestion écologique. Quand on parle de gestion écologique en tant que, favoriser des écosystèmes fonctionnels, les espaces de jeu d'un terrain de foot sont, un peu loin d'un fonctionnement d'écosystème. On est dans quelque chose de très, très artificiel. Pour autant, il y a des gros enjeux en termes de gestion et de minimiser l'impact des engrais, de la fertilisation, des pesticides et d'autres, sujets, hem, des opérations d'entretien et à ce sujet-là, pas spécifiquement sur un contexte tropical, Plantécité a réalisé une étude sur, la mise en place, le passage au zéro phyto dans les terrains de sport en pelouse naturelle que vous pouvez, retrouver. Ma collègue Marianne, vous a envoyé dans le chat le lien vers cette étude. C'est une première ressource qui n'est, voilà, je précise du coup, pas spécifiquement, en en milieu tropical et donc je pense qu'il peut y avoir des changements en termes d'espèces, de maladies éventuellement qui peuvent être, identifiées ou voilà, de semences de gazon utilisées. Merci Aurore. Je ne sais pas si Sonia, il y a un complément à apporter ou pas. J'ai pas vraiment de complément. Aurore a tout dit à ce niveau-là. Si la personne est en Guadeloupe, on peut vous pouvez toujours me contacter pour voir si si on peut éventuellement travailler sur ce sujet-là, puisque de toute façon, si vous avez la demande, il y en aura d'autres derrière. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes en Guadeloupe. Très bien. Donc, pas d'autres questions-réponses. Peut-être, effectivement, quand on voit la variété, la diversité des supports, on se dit qu'il y a un gros travail de communication et de relais de toutes ces informations. Donc là, c'est le début. Vous assistez en gros en avant-première à toutes ces présentations. Donc, n'hésitez pas, quand vous recevrez le mail vers le replay, pardon, on vous remettra bien sûr le lien aussi présenté vers la plateforme qui permet d'accéder à toutes ces ressources. Et n'hésitez pas à le relayer, à le transmettre autour de vous, bien évidemment. Je regarde en même temps dans le module questions-réponses. Où effectivement, voilà, il est rappelé que le tandem élu-agent est l'une des clés de succès. C'est ce que vous avez dit, Sonia et Aurore, tout à l'heure, quand vous avez parlé de ce que vous retenez par rapport au projet Greenville. Ce que je vous propose, ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. S'il n'y a pas d'autres réactions, je vous propose de clore en fait ce webinaire. On restera à votre disposition, donc CAUA de Guadeloupe ou Plantécité. Si jamais vous aviez des questions, vous n'hésiterez pas à réagir aux messages que vous recevrez. Je vous rappelle que le webinaire a été enregistré et qu'on vous enverra un petit lien pour pouvoir y accéder. Donc, merci Aurore, merci Sonia pour ces présentations et eh bien, nous vous souhaitons un bon début de journée ou une bonne fin de journée
à toutes et à tous. Pour les prochains rendez-vous de Plantes et Cités, alors dans l'Hexagone, en métropole, donc il y a une rencontre qui se tient le 31 mai, justement sur la gestion écologique. C'est les 10 ans du label Éco-Jardin et donc c'est une journée dédiée à ce label qui se tient le 31 mai, donc à Versailles en région parisienne. Et puis le prochain webinaire donc sera dédié à la réglementation phytosanitaire et il est programmé le 19 mai. Et donc, vous recevrez les invitations si vous êtes abonné aux actualités de Plantes et Cités. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Sonia, Aurore, avant de clôturer ce webinaire? Non, rien de spécial. Merci à tous. Et puis, bien sûr, on compte sur vous pour diffuser ces informations. Surtout, n'hésitez pas à me contacter ou même sur le site internet, vous avez la possibilité de nous contacter si vous souhaitez valoriser des pratiques ou des expériences intéressantes en termes de gestion écologique. On pourra le valoriser sur la plateforme Greenville. Merci en tout cas à tous. Et donc, les participants vous remercient aussi, Sonia et Aurore. Et donc, très bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Merci. Merci, à bientôt.